Salut l'équipe, c'est Mad Social Club, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période de forte chaleur. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle fois consacrée à l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir, forcément. Mais si vous avez la flemme, ce que je peux complètement comprendre, voici un tableau récapitulatif des joueurs que j'aimerais voir partir de l'OM donc cet été par rapport au montant de transfert. C'est de la comptabilité de comptoir que j'ai fait, mais voilà, j'ai essayé de prendre en compte les valeurs transfert market, le contexte, la saison du joueur. En tout, ça ferait quand même un beau billet de 100 millions d'euros. Encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui va partir et on va devoir se taper des indésirables pendant encore quelques années probablement. Il y a aussi des joueurs qui vont peut-être se relancer et faire une super saison, mais du coup, dans l'idéal, j'aimerais me débarrasser de ces joueurs-là, avec quelques-uns qui sont déjà partis, genre Luis Enrique ou Chancel Mbemba, et ça pourrait nous faire un petit budget de 100 millions d'euros à peu près, et surtout une belle économie en termes de salaire. Pour vous montrer les joueurs que j'aimerais voir arriver à l'Olympique de Marseille, je vous ai prévu des jolis slides, et donc, pour que vous en profitiez totalement, je me suis réduit. Vous voyez moins ma grosse tête, mais vous voyez beaucoup plus les slides, et c'est beaucoup plus intéressant. Les points d'interrogation sur cette équipe type représentent les postes auxquels on cherche des joueurs. Et en toute logique, du coup, si j'ai bien compris les informations qui sont sorties dans la presse ces dernières semaines, Facundo Medina arrive à un poste de latéral gauche. Ce sera sûrement une défense qui va être un petit peu modulable. On sait comment travaille Roberto De Zerbi. Ça peut vite passer à 3 derrière dans les phases offensives avec Balerdi, un autre central et Medina avec des ailiers plus hauts. Ça enlève un poste à rechercher, mais j'avais déjà fait des recherches, j'avais déjà des joueurs à vous proposer. Et donc, au cas où Facundo Medina soit plus axial cette saison, je vais quand même vous proposer un ou deux noms en tant que latéral gauche. Je vous explique très brièvement comment j'ai fait mes choix. Alors d'abord, je vous parle de joueurs que j'apprécie, forcément, puisque c'est ma vidéo quand même. Ensuite, j'ai aussi voulu réagir à des rumeurs du moment. On sait que l'Olympique de Marseille fait l'objet de beaucoup de rumeurs en période de mercato, et donc j'ai chopé quelques petites pistes éventuelles de l'OM qui pouvaient me plaire pour en parler ici. Ma première piste au poste de gardien numéro 2, c'est Yvon Vogo qui vient de remporter la Ligue 2 avec Lorient et il a été aussi élu meilleur gardien du championnat. Alors j'ai vu zéro communication de sa part ni de la part de Lorient, mais en principe Yvon Vogo est en fin de contrat cet été et donc il est libre de s'engager où il veut. Pourquoi pas à l'Olympique de Marseille. On est sur un gardien d'un très bon niveau qui était ultra prometteur à ses débuts et qui a vraiment un CV très propre puisqu'il est passé par les Young Boys en Suisse, ensuite il est parti à Leipzig où il n'a pas beaucoup joué, ensuite à Eindhoven où il a été titulaire environ une saison sur deux, et dans ces trois clubs, il a cumulé plus de 50 matchs en Coupe d'Europe, c'est loin d'être négligeable, et surtout il est aussi le numéro 2 de la sélection suisse depuis que Sommer a pris sa retraite et que Kobel a été remonté au poste de numéro 1. Lorient a fait un super coup vraiment en le récupérant en 2022, même si sur sa première saison, il a eu quelques difficultés, il n'a pas dégagé une très grande sérénité et il a été aussi blessé pendant pas mal de matchs. Mais les deux autres saisons ont été très bonnes, notamment celle-ci, puisqu'il vient d'être élu meilleur gardien de Ligue 2, comme je vous l'ai dit. Et il a le niveau pour être titulaire dans un club de Ligue 1, selon moi. Mais du coup, je ne sais pas si à 31 ans, il acceptera de passer une saison entière sur le banc, d'autant plus qu'il sera sûrement sollicité s'il est vraiment libre cet été. Mais pour nous, ce serait une très belle solution. Un gardien expérimenté et international qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe, qui a un niveau largement suffisant pour suppléer Geronimo Rulli s'il est suspendu, s'il est blessé ou s'il ne retrouve pas son niveau de la saison précédente. C'est donc potentiellement gratuit. Je pense qu'on peut lui proposer un beau salaire pour se convaincre de s'asseoir sur le banc. C'est une très belle solution de repli si jamais Jeffrey Delangue vient à partir, et pour moi, on augmenterait même en termes de niveau au poste de gardien numéro 2. Pour ma deuxième piste, vous le voyez, j'ai fait un choix qui a été davantage dicté par le cœur que par la tête, puisque je vais vers Steve Mandanda, qui a donc 40 ans cette année, et qui est en fin de contrat au Stade Rennais. Alors lui, pour le coup, il est libre, c'est sûr, et il n'a pas encore pris de décision pour son avenir, Steve Mandanda. Comme il l'a dit aux médias carrés il y a quelques jours, c'est une superbe interview que je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça parle beaucoup de l'OM, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont aussi présents dans la vidéo. Je vais pas vous refaire l'histoire de Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille, je crois qu'on la connaît tous. C'est une légende du club qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM avec plus de 600 matchs en pro. Bon, ça s'est pas super bien terminé la dernière saison avec Steve Mandanda. On a recruté Paolo Lopez qui est devenu numéro 1 et qui n'avait pas un niveau stratosphérique, donc forcément Steve Mandanda a un peu mal vécu son passage sur le banc, d'autant plus après plus de 10 saisons en tant que titulaire indiscutable. 3 années sont passées depuis, et dans son interview, il dit qu'il est éventuellement OK pour un poste de gardien numéro 2. La grande priorité de Steve Mandanda, c'est de rester proche de son fils.
Je pense que ce serait une magnifique fin de carrière pour Steve Mandanda, être un peu le daron d'une équipe qui est de retour en Ligue des Champions avec son expérience de la compétition et du club. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France, le fait d'être sur le banc, le fait d'être gardien numéro 2, ça n'empêche pas du tout Steve Mandanda d'être un leader de vestiaire et de prendre la parole et d'emmener les joueurs avec lui. Je pense que maintenant qu'il a un peu fait le deuil entre guillemets de sa carrière en tant que numéro 1, il a évidemment plus le niveau qu'il avait lorsqu'il était dans ses meilleures années à l'Olympique de Marseille, mais ça reste un gardien de Ligue 1 très correct. On a vu que c'était un petit peu plus difficile cette année avec Rennes, mais voilà, on n'est vraiment pas sur un joueur qui va plomber son équipe ou qui va faire 18 conneries par match. Donc voilà, j'ai conscience de son âge, du fait qu'il soit plus vraiment au niveau. Mais en numéro 2, dans un rôle de cadre de vestiaire, ça me semble parfait. D'autant plus qu'il me semble qu'il est censé revenir à l'OM pour son après-carrière. Donc ça pourrait faire une belle transition, une dernière saison au club. En transfert, donc ça coûterait rien. Et en salaire, ça devrait coûter un peu cher parce que voilà, c'était un mandat, un vécu comme le sien, ça se paye. Aux alentours de 200, 250 peut-être. C'est ce qu'on file à Ruben Blanco. Donc ça me surprendrait pas, ça me choquerait pas qu'on les file à Steve Mandanda pour une last dance à l'Olympique de Marseille. Après, on peut se dire que ce qu'a vécu Steve Mandanda au Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1 cette saison, ça peut être aussi une magnifique fin de carrière. J'étais au stade et c'était un moment hors du temps, merveilleux, qui restera vraiment dans les annales de la Ligue 1. Mais donc voilà, une dernière pige avec Steve Mandanda, pourquoi pas. Ça pourrait être une belle histoire. L'immense chantier qui attend l'Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, c'est la défense qui a été clairement le gros point faible de cette équipe l'année dernière. Le poste de central droit remplaçant, pas besoin de se casser la tête, la recrue est déjà là. C'est CJ Egan-Riley qui arrive librement de Burnley, il s'est engagé tout début juin avant de partir pour l'Euro Espoir qu'il a remporté sur un but décisif de Jonathan Rowe en finale, même s'il a été remplaçant tout au long de la compétition. CJ Egan-Riley, il est juste rentré quelques minutes en finale. J'avais déjà regardé quelques matchs, quelques vidéos, quelques datas, et je trouvais vraiment le profil super intéressant pour l'Olympique de Marseille. J'ai vu beaucoup de comparaisons avec Leonardo Balerdi, et je les trouve très pertinentes, mais surtout sur l'aspect offensif. Sur l'aspect défensif, c'est un petit peu différent, à mon sens, ils défendent différemment. Balerdi est un petit peu plus dans le duel, Egan Riley un petit peu plus dans l'anticipation, et surtout, en réalité, Balerdi est un joueur beaucoup plus fini que CJ Egan Riley défensivement, il est beaucoup plus rapide, il est bien meilleur sur le jeu de tête. Mais par contre, c'est le même style de défenseur-relanceur, ça je suis totalement d'accord. C'est un joueur qui sait attirer le pressing en faisant la passe au bon moment une fois que le joueur est sur lui. Il sait faire quelques mètres balle au pied pour quand on affronte des équipes qui jouent plus en bloc bas et qui mettent pas de pressing. Il sait aussi envoyer de superbes transversales vers l'avant. On a vu que Leonardo Ballardi savait le faire aussi. Donc sur le papier, le transfert il est parfait parce que c'est un jeune joueur qui est gratuit, qui a du potentiel, qui a une belle cote en Angleterre. Et il a un sacré potentiel en réalité, vraiment, même s'il a percé un petit peu tard, parce que c'est sa première vraie saison en tant que titulaire, il a un petit peu galéré jusque-là, et Burnley voulait même pas de lui au début de la saison. Et ce qui est top là-dedans, c'est qu'il correspond parfaitement au style de jeu que veut mettre en place Roberto De Zerbi. Bon, nos précédents recrutements en Championship m'incitent à être un petit peu sur la retenue quand même, parce que les trois derniers, il me semble que c'était Koné, Ndiaye et Sarr. On peut pas dire que c'était des franches réussites. La Minute OM a fait une superbe vidéo en collaboration avec un supporter de Burnley qui est ultra complète pour présenter le joueur. Je vous encourage à aller la voir, c'est hyper intéressant et très complet. On va donc commencer avec le poste de central gauche, un poste où il nous faut un joueur titulaire indiscutable qui a un niveau suffisant pour la Ligue des Champions et pour s'installer aux côtés de Leonardo Balerdi. Pour la première piste, c'est totalement une réaction aux rumeurs récentes parce que Evan Ndika, c'est un joueur que j'aime énormément, mais que j'avais pas intégré à ma liste tout simplement parce que pour moi, il était hors d'atteinte pour l'Olympique de Marseille parce qu'il valait beaucoup trop cher. C'est un défenseur central gaucher donc qui dégage une sérénité impressionnante et qui s'est imposé comme un titulaire intouchable à la Roma. Il a joué tous les matchs de la première à la dernière seconde et on est vraiment sur un joueur ultra propre. Il n'y a que 2 cartons jaunes cette saison. En 50 matchs, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai pas vu s'il en avait eu en sélection. Mais bref, on est à presque 60 matchs, 2 cartons jaunes pour un défenseur central. C'est vraiment très peu. On pourrait croire que c'est un joueur qui manque d'agressivité du coup, mais c'est vraiment pas le cas. Il a un vrai physique, il mesure 1m92 et il est très costaud et il sait en jouer. Mais vraiment, c'est toujours ultra propre. C'est vraiment, Evan Ndika, c'est la définition de la propreté en tant que défenseur. Il fait tout très bien, souvent à la limite, mais du bon côté de la limite. Et il a un jeu de tête qui est excellent. Il a un vrai sens de l'anticipation qui est supérieur à la moyenne et qui lui permet de combler un petit peu son déficit de vitesse. Voilà, il a que 25 ans, hein, Ivan Ndika. Il a encore une très belle marge de progression devant lui et c'est un joueur qui est déjà reconnu comme un super défenseur européen. Dans les points un poil plus gênants, il y a le fait qu'il a surtout joué à 3 cette saison derrière.
Il y a aussi le fait que c'est pas un défenseur qui est reconnu pour être un vrai relanceur. C'est quelque chose sur lequel il doit, à mon sens, progresser. J'ai pas l'impression qu'on l'a beaucoup responsabilisé à la relance, que ce soit à la Roma ou à Francfort. Et c'est un joueur que j'adore depuis que je l'ai vu à Francfort, justement. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait joué contre l'OM en 2022-2023 quand on était de retour en Ligue des Champions avec Igor Tudor. Il nous avait battu 2 fois à l'époque. Voilà, je suis extrêmement fan du joueur depuis 2 3 années. C'était clairement ma piste numéro un pour ce poste-là. Je suis très heureux qu'il puisse éventuellement tomber dans nos moyens parce que la Roma a besoin de thunes, si j'ai bien compris. La Roma a besoin de faire des plus-values pour le fair play financier. Et Evan Ndika est un joueur qui est arrivé gratuitement à la Roma. Donc il y a de quoi faire une belle plus-value quoi qu'il arrive. Ça va être compliqué de convaincre Evan Ndika de venir à l'Olympique de Marseille parce que je pense qu'il peut aspirer à de grands clubs. Il gagne 400 000 euros par mois actuellement, donc je pense qu'il faudrait au moins mettre 450 pour l'avoir. Bref, j'aime vraiment ce joueur et j'espère vraiment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont réussir à le convaincre de venir à l'Olympique de Marseille. L'info, c'est Gianluca Di Marzio qui l'a sorti il y a quelques jours, mais il s'est un petit peu climatisé tout seul dans la foulée. Gianluca Di Marzio, le matin, il a dit qu'il y avait des discussions, et le soir, il a dit que celle-ci était très compliquée parce que l'OM et la Roma n'estiment pas de la même façon leurs deux joueurs. Deuxième choix pour le poste de central gauche titulaire, je tente John Lukumi. On est sur un profil qui est assez proche d'Evan Ndika puisqu'il est plus défenseur que relanceur. John Lukumi, il est très 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 bon en un contre un au duel. C'est pas le défenseur le plus élégant balle au pied, mais il est très propre dans ses sorties de balle. Il a 27 ans et il a déjà un très gros CV avec plus de 200 matchs en Europe. Il est titulaire à Bologne. Il est aussi en sélection colombienne et il a quelques matchs en Coupe d'Europe. Voilà, il s'est imposé en tant que l'un des meilleurs défenseurs centrales de Serie A ces dernières années. C'est un très bon profil qui a l'avantage d'être en fin de contrat en 2026, la saison prochaine. Bologne ne pourra pas se permettre de rater une belle vente, je pense. Et donc John Lukumi va certainement partir cet été. Le problème avec ce genre de profil, c'est-à-dire les très bons joueurs qui sont en fin de contrat dans un an, bah, c'est que ça intéresse du monde. Et au final, ce que c'est censé gagner financièrement sur un joueur qui est en fin de contrat une année plus tard, bah, tu le perds un petit peu parce qu'il y a de la concurrence. Donc sa situation contractuelle et son niveau de la saison prochaine va attirer les convoitises. Ça risque de partir aux alentours de 20-25 millions d'euros aussi, à mon sens. Ça les vaut, même si on est dans la fourchette haute. Si Evan Ndika est trop cher ou qu'il a envie de partir sur un projet un peu plus ambitieux, je me dis avec John Lukumi, pardon, on partirait sur un très bon défenseur central de niveau Coupe d'Europe qui lui aussi est plutôt complémentaire avec Leonardo Ballardi, qui peut encore progresser et prendre une autre dimension. Voilà, à voir si c'est accessible. Je préfère clairement Evan Ndika par rapport à son expérience européenne et le fait qu'il me semble capable de progresser encore un petit peu plus, notamment par rapport à son âge. Mais Lukumi, c'est aussi une très très belle piste à mon sens. Je vous encourage à vous intéresser au joueur. Il a une gestuelle un petit peu bizarre, mais c'est un super défenseur qui, à mon avis, serait titulaire sans problème à l'Olympique de Marseille. Cette troisième piste, elle est surtout pertinente s'il y a un départ de Derek Cornelius ou éventuellement pour avoir un deuxième joueur dans le style de Facundo Medina, c'est-à-dire qui peut jouer dans l'axe et à gauche. Je parle donc de Clément Akpa, qui sort d'une très belle saison avec la JOCR. La JOCR qui sort d'une très belle saison tout court d'ailleurs, qui nous aura tarté à l'aller et au retour. C'est vraiment un super profil que j'ai adoré voir jouer toute la saison en Ligue 1, Clément Akpa. L'année dernière en Ligue 2, il jouait latéral gauche. Cette saison, il a été intégré en tant que central gauche de la défense à 5 de Christophe Pélissier. Il a un très beau pied à la relance et surtout de ce que j'ai vu, ce qui m'impressionne chez lui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas ces petits défauts de concentration qu'ont les joueurs de son âge en défense. C'est typiquement ce qu'avait Leonardo Ballardi il y a encore 2 3 ans, c'est-à-dire des gros sauts de concentration, des moments où un joueur qui fait 90 minutes merveilleuses va sortir de son match pendant 15 secondes et va tout foutre en l'air. Voilà, c'est un garçon qui dégage énormément de sérénité sur le terrain, qui est déjà international. Il a été sélectionné avec la Côte d'Ivoire, pardon, et dans la continuité de ce qu'on allait chercher avec Egan Riley, c'est-à-dire un jeune joueur à potentiel qui peut occuper différents postes dans la défense. Je pense que c'est un profil ultra intéressant que je vous invite à étudier et que j'adorerais voir à l'Olympique de Marseille, pardon, que ce soit au poste de central gauche remplaçant, que ce soit un poste de défenseur polyvalent à qui on va donner un petit peu de temps de jeu. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le joueur. À droite, il va nous falloir un joueur capable de concurrencer Amir Murillo et surtout capable de faire un petit saut qualitatif à cette équipe parce que bah, cette année, le latéral droit remplaçant, c'était Paul Lirola. Donc bah, voilà, on peut aller chercher un joueur en district, vous me direz, ça sera toujours mieux. Mais je suis plutôt allé chercher en Liga avec Arnao Martinez. Arnaud Martinez, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a commencé sa carrière il y a 5 ans à Girona et qui est encore aujourd'hui. Il a joué en Ligue des Champions cette année. C'était
pas hyper abouti, mais forcément, on est sur un club qui a fait la saison de sa vie l'année dernière, qui s'est retrouvé en Ligue des Champions et qui avait pas trop les moyens de l'assumer. Seulement 22 ans, mais donc déjà 5 saisons en tant que titulaire, dont 3 en première division, il me semble. Il est super polyvalent, il peut jouer un petit peu plus haut ou à un autre poste défensif. Il est régulièrement capitaine de son équipe, c'est pas rien, à 22 ans quand même, et il est assez complet pour un latéral, que ce soit en termes de rapidité, de puissance, de qualité de centre, pardon, ou de capacité à apporter offensivement comme défensivement. Voilà, dans les petites réticences que j'ai, il sort d'une saison difficile, comme je l'ai dit, c'était beaucoup plus compliqué pour Girona en Liga comme en Ligue des Champions par rapport à la saison précédente. Il a un petit peu du mal à confirmer et il plafonne un petit peu, j'ai l'impression, même si ça reste un joueur de 22 ans, encore une fois. L'année dernière, il était pisté par le Barça notamment, et ça aurait coûté très cher. Là, je pense que après une saison moyenne, il aura probablement envie aussi de passer un step dans sa carrière et donc de rejoindre un club qui lui fera jouer régulièrement la Ligue des Champions ou en tout cas une Coupe d'Europe. En tant que titulaire indiscutable, ça va être encore un petit peu léger, mais voilà, en concurrence avec Amir Murillo sur le côté droit, je trouve que ça fait deux défenseurs de très bon niveau qui peuvent alterner au cours de la saison selon les matchs, selon les profils des équipes qu'on aura en face. Et donc voilà, on est sur un joueur qui a 22 ans et déjà assez expérimenté et qui a l'air du coup d'être assez mature et d'avoir la tête sur les épaules puisqu'il a été régulièrement capitaine de son équipe cette année. Ma deuxième piste au poste de latéral droit. J'ai conscience que c'est pas la recrue la plus bandante. Kenny Tété, 29 ans, qui vient de terminer son contrat avec Fulham. Kenny Tété a joué 22 matchs cette saison pour 2 passes décisives, c'est pas grand chose, mais il a été un petit peu blessé. Il est libre, donc il est expérimenté, il connaît la Ligue 1 puisqu'il est passé, il a passé 2 ou 3 saisons à l'Olympique Lyonnais, et c'est un très bon latéral défensif. Vraiment, on n'est pas du tout sur une pipe ou quoi que ce soit. J'ai conscience que ça vend pas du rêve, mais ça reste un très bon joueur, Kenny Tété, qui a été titulaire en Ligue 1, qui a été titulaire en Première Ligue, qui est très solide au duel et qui est assez rapide. Bon, en revanche, voilà, le joueur a été victime de quelques blessures ces dernières années. Il prendra sûrement un salaire assez important quand même. Il est assez limité offensivement et il devrait plus vraiment progresser. Mais si tu veux vraiment garder de la thune pour aller sur d'autres profils à d'autres postes, sachant qu'Amir Murillo est déjà là, Amir Murillo et Kenny Tété, encore une fois, ça reste plutôt propre en tant que titulaire et remplaçant sur toute une saison, sachant qu'en plus de ça, tu as CJ Egan Riley qui peut jouer à ce poste de latéral droit. Voilà, encore une fois, c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais c'est une piste qui est pour moi très convenable. Et pour moi, il y a une vraie logique d'effectif dans une saison où tu vas jouer 50 à 60 matchs. C'est bien d'aller chercher des joueurs qui sont pas forcément des stars, mais qui pourront dépanner en étant polyvalents, en faisant pas la gueule quand ils seront sur le banc et en étant à un niveau très correct quand tu feras appel à eux au cours de la saison. Il y a quelques jours, il y a Foot Mercato qui a parlé de l'éventualité de Sacha Boey. Alors Sacha Boey, on en a beaucoup parlé il y a 2 ans quand il était à Galatasaray. Tous les comptes foot sur Twitter en parlaient parce qu'il avait de sacrés stats, c'est vrai. Mais voilà, on a un peu surcoté le joueur à l'époque. Le Bayern est allé sur lui. Il a vraiment du mal à s'imposer là-bas parce que c'est pas un joueur qui est encore à un niveau suffisant pour jouer au Bayern Munich. Voilà, il a montré quand même pas mal de lacunes et de sacrées limites, Sacha Boey, mais on est sur un très jeune joueur. Et donc pour moins de 15 millions d'euros ou en prêt avec option d'achat, je me dis que ça peut être une très belle solution alternative aussi. Un prêt avec option d'achat serait vraiment parfait, tu dépenses pas pendant ce mercato et tu gardes la possibilité de payer le joueur la saison prochaine s'il fait une très belle saison en Coupe d'Europe. En plus de CJ Egan Riley, il y a déjà un deuxième défenseur qui est sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille, c'est Facundo Medina qui est arrivé ce mardi 1er juillet à Marseille. J'ai dû reprendre ce passage de ma vidéo forcément, puisque Facundo Medina, dans une première version, je disais que le joueur me plaisait beaucoup et que j'étais très content de le voir arriver à l'Olympique de Marseille, mais qu'on risquait de surpayer très fort. Ça parlait de 25 millions d'euros au début des négociations, ça me semblait vraiment être beaucoup. Là, on devrait s'en sortir pour 22, c'est cher aussi. Mais le deal a été plutôt bien optimisé avec un premier prêt payant cette saison de 2 millions d'euros et une option d'achat obligatoire de 18 avec des bonus facilement atteignables de 2 millions. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. On aura payé 22 millions d'euros pour Facundo Medina à la fin de la saison prochaine, probablement. On est sur une référence de Ligue 1. Facundo Medina, il s'est vraiment imposé en tant que l'un des meilleurs défenseurs centrales du championnat ces 3 dernières saisons à Lens. Il a des qualités défensives vraiment incroyables. Il est ultra agressif. Il est international argentin aussi, ça compte. Il est très proche de Leonardo Ballardi, ça compte aussi. C'est un défenseur central qui est très rapide, qui a un vrai bon pied gauche pour participer à la relance. C'est plus sur le montant du transfert et son indiscipline que je tique un petit peu parce que Facundo Medina, 31 matchs, 13 cartons jaunes, 1 carton rouge l'année dernière. Et les saisons précédentes, c'est pas forcément mieux. C'est un joueur qui doit vraiment
travailler et progresser sur ce point de vue-là. D'autant plus qu'avec le maillot de l'Olympique de Marseille, 13, ça peut vite devenir 17-18. Il faut trouver un juste milieu parce que Facundo Medina doit pas perdre son agressivité, il doit pas perdre cette grinta qui risque d'embarquer avec lui pas mal de supporters de l'OM. Je pense qu'il va réussir à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est le genre de joueur qui craint pas la pression du Vélodrome et qui va être galvanisé par ça. J'ai vraiment hâte de voir à quel poste on va le faire jouer surtout, parce que c'est la grande incertitude avec Facundo Medina. Il a joué en tant que central gauche d'une défense à 3 à Lens ces 3 dernières saisons. Est-ce que ce sera un latéral qui s'intégrera dans une défense à 3 du coup, comme je vous le disais au début de la vidéo, ou est-ce que ce sera un vrai latéral gauche? Si c'est un vrai latéral gauche, il devra surtout prouver sur sa capacité à être décisif et à enchaîner les allers-retours, à faire l'essuie-glace sur le côté gauche. Avec le recrutement de Medina, j'ai une piste qui est un petit peu tombée à l'eau, je pense, parce que, comme je vous le disais, Medina sera sûrement pour le poste de latéral gauche. Moi, le profil qui m'intéressait le plus à ce poste-là, c'est Maxime De Kuyper. Il sort de 3 très grosses saisons en Belgique et il commence à être titulaire avec sa sélection aussi. Il a joué en Ligue des Champions et en Conference League ces dernières saisons. Il a seulement 24 ans. Maxime De Kuyper, c'est un vrai latéral offensif qui a des vraies stats, comme vous pouvez le voir, 7 buts et 8 passes D cette saison. Ça risque de coûter cher, je pense qu'il partira pas à moins de 20 millions d'euros vu son profil de latéral gauche hyper prometteur qui a déjà le niveau pour s'imposer dans une belle équipe européenne. D'autant plus que lui c'est un vrai latéral qui est aussi un petit peu plus jeune. Alors c'est beaucoup moins défensif et c'est beaucoup plus léger au duel, surtout par rapport à Facundo Medina. Je pense qu'il a vraiment la capacité de s'imposer dans un championnat plus physique, dans lequel il devra sans doute progresser sur le point défensif, d'un point de vue défensif, pardon. Mais bref, c'était ma piste numéro 1, qui est un vrai joueur intelligent aussi tactiquement. Et j'aurais beaucoup aimé le voir à l'Olympique de Marseille, mais je pense que premièrement, il va être très sollicité cet été, et deuxièmement, le fait qu'on ait recruté Medina, ça met fin à la piste. Dommage. Je vous propose une dernière piste sur le secteur défensif, c'est Joachim Maele. Alors, son nom vous dit certainement quelque chose si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, parce qu'il devait s'engager à l'OM il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Joachim Maele, à l'époque, il jouait à Genk. On s'était mis d'accord avec le club, on s'était mis d'accord avec le joueur, sauf que Genk nous l'a mis à l'envers au dernier moment en demandant plus d'argent, je pense. Et bref, c'est complètement tombé à l'eau. On connaît déjà le joueur, les dirigeants de l'OM connaissent déjà le joueur, mais pour ceux qui ne connaissent pas Joachim Maele, on est vraiment sur la définition même de la polyvalence dans le football. Il peut jouer aux 2 postes de milieu latéraux, il peut jouer aussi surtout aux 2 postes latéraux de la défense. Il est droitier, je le préfère en tant que latéral droit parce que il est plus complet à mon sens, il peut davantage apporter offensivement, mais il a joué latéral gauche une grande partie de la saison avec Wolfsburg et il a été très performant. Et surtout, en fait, il n'a pas la carrière que j'imaginais pour lui. À l'époque où il devait arriver de Genk à l'Olympique de Marseille, je m'étais beaucoup intéressé au joueur et j'adorais vraiment. J'étais dégoûté qu'il ne vienne pas à l'OM à l'époque. Il était ultra complet, très offensif et il était super prometteur. Au final, il est parti à l'Atalanta un petit peu après. Il s'est imposé là-bas et il a fini à Wolfsburg. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu mieux. Mais dans ces 3 clubs, il a été titulaire quasi indiscutable. Ça prouve la qualité du joueur. Et voilà, c'est un latéral ultra complet et ultra polyvalent. Et donc, en tant que joueur supplémentaire qui vient et qui peut dépanner à différents postes et être très bon à différents postes, sur une saison où tu vas jouer énormément de matchs, je pense que c'est un profil hyper intéressant qui devrait pas coûter ultra cher. Wolfsburg l'a pas acheté très cher. Je pense qu'à 12-13, tu peux aller le chercher et tu t'assures 2-3 saisons avec un vrai joueur de club qui est international danois, qui est un vrai cadre de la sélection du Danemark et qui devrait pas coûter cher. Je pense que c'est vraiment une piste hyper intéressante, voire parfaite pour l'Olympique de Marseille. Dans l'intro de cette vidéo, je vous ai pas parlé du milieu de terrain tout simplement parce que pour moi au milieu de terrain on est bon. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher un joueur supplémentaire. Dans mon mercato idéal, du coup, on fait partir Valentin Rongier et il nous reste à chaque fois 2 joueurs pour chaque poste. Kondogbia Benasser, Oybier Nadir, Rabio Gomez. On est sur une saison où j'espère qu'on donnera du temps de jeu à justement Bilal Nadir ou à un Daryl Bakola. On sait qu'en Ligue des Champions, il faut inscrire des joueurs qui sont formés au club et donc il y aura peut-être des opportunités pour 1 ou 2 jeunes joueurs cette saison. Et donc voilà, aller recruter un joueur supplémentaire, ça serait dépenser de l'argent dont on va avoir besoin sur des postes beaucoup plus importants. Et surtout, ça freinerait du coup la progression d'un Bilal Nadir ou d'un Daryl Bakola. Et je trouve ça dommage. Au pire des cas, s'il y a des grosses blessures, on sait que Kondogbia et Benasser ne sont pas les joueurs les plus fiables physiquement. Il y a aussi une saison, il y a aussi un mercato hivernal pardon, pour réajuster si besoin.
On va parler brièvement d'une des 3 recrues de ce mercato estival, Angel Gomez, qui est un très beau coup réalisé par la direction de l'Olympique de Marseille. Il vient compléter notre milieu et c'est vraiment le genre de profil dont on avait besoin, je pense. Il peut jouer aux 3 postes en tant que numéro 10 et numéro 8 notamment. Il peut aussi jouer 6. C'est Paolo Fonseca, je crois qu'il faisait jouer à ce poste, ou Jocelyn Gourvenec, je sais plus, à Lille. Je le trouve trop frêle physiquement pour jouer à ce poste-là en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, mais pourquoi pas, il peut toujours dépanner. Il a vraiment une superbe qualité de passe complétée par une très belle vision du jeu, Angel Gomez. Il a beaucoup moins joué à Lille cette saison, mais c'était plus en raison de sa fin de contrat et du fait qu'il prolongeait pas qu'une question de niveau. Son profil, il peut être hyper utile à Roberto De Zerbi, notamment pour jouer contre des blocs bas, puisque Angel Gomez, il sait trouver des passes entre les lignes qui sont loin d'être évidentes, qu'on voit pas forcément même à la télé. Et je pense qu'avec des joueurs comme Greenwood ou Guiri, qui ont une vraie qualité d'appel, une vraie capacité de faire des appels dans le dos de la défense, ça peut faire très très mal, vraiment. Je pense pas qu'il démarrera la saison titulaire, hein. Il a très peu joué avec Lille en deuxième partie de saison. Il doit se remettre au niveau et il stagne un petit peu depuis l'année dernière. Et surtout, comme je le disais, il a un déficit physique. Mais il a un très beau coup à jouer parce que en fait, cette équipe, on sait qu'on repartira avec Rabiot et Højbjerg titulaires de sûr. Maintenant, voilà, avec le manque de fiabilité de Kondogbia et de Benasser, il a peut-être un coup à jouer pour aller choper la 3e place de ce milieu de terrain, d'autant plus qu'il me semble plus complémentaire, puisqu'il est un petit peu plus offensif, et donc l'avoir lui en 10 devant Rabiot et Højbjerg, ça peut être une belle composition. Quoi qu'il arrive, on est sur un pari ultra safe, vraiment. Je pense qu'on le paye un petit peu cher en salaire, et donc s'il se blesse, ça sera emmerdant mais il est arrivé libre, gratuitement, enfin, c'est jamais vraiment gratuit, mais gratuitement en termes d'indemnité de salaire. Il a une très belle cote sur le marché européen, c'est un joueur qui vaut entre 15 et 20 millions d'euros à l'heure actuelle. Et il a surtout le statut d'un joueur qui a été formé dans un gros club à Manchester United, et en plus de ça, il a déjà été sélectionné avec l'équipe nationale d'Angleterre. On va commencer avec des pistes pour le poste d'ailier gauche, et je vous dis la vérité de suite, le joueur dont je rêve le plus à ce poste-là, il ne fait pas partie de cette vidéo. Mon rêve, c'était Malik Fofana. J'ai eu la naïveté de croire que il allait passer sous les radars des gros clubs, que vu la situation financière de Lyon, tu pouvais aller le choper pour, je sais pas, 25, 30 millions d'euros. Bah évidemment, ce sera pas le cas, puisque ça parlait déjà d'un transfert à 40, 50 millions d'euros en première ligue. Donc voilà, fin du rêve Malik Fofana. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un joueur que j'adore, et lui aussi je rêve de le voir à l'Olympique de Marseille. Et si on veut le voir à l'OM, il va falloir péter la tirelire, et ce serait sûrement l'un, voire le transfert le plus cher de l'histoire du club, Christos Tsolis. C'est vraiment le profil parfait à mon sens, Christos Tsolis. Il est grec, il joue au Club Bruges en Belgique, il est sous contrat là-bas jusqu'en 2028 et il a 23 ans, il joue en équipe nationale aussi où il est titulaire. Il sort d'une saison juste énorme en Belgique. Si vous avez lu ses stats, voilà, 56 matchs, 10 sélections, décisif à 42 reprises. C'est énorme, 25 buts, 17 passes D. Surtout qu'il sortait d'une saison quasi identique à Düsseldorf. Alors c'est un niveau en dessous, mais il avait fait une saison aussi pareille à euh, buts et passes décisives combinés. Il devait être à plus de 35, je crois. Ses stats, elles sont un poil moins bonnes en Ligue des Champions, qu'il a joué cette année avec le Club Bruges, mais il l'a joué. Et c'était sa première saison dans la compétition. Il a fait quand même 4 passes D, 3 passes D et un but, pardon. Donc c'est propre aussi comme bilan. Et quoi qu'il arrive, il a pris en expérience et il s'est habitué aux exigences de cette compétition. Alors vu sa saison, il va clairement être ultra demandé et il va être très cher surtout. Mais si on doit casser la tirelire sur 2 joueurs cette saison pour moi, c'est lui et Evan Ndika parce que c'est 2 joueurs qui apporteront vraiment un plus, c'est quasi sûr. Vraiment, j'ai beaucoup de mal pour trouver des défauts à Christos Solis parce que c'est un super attaquant d'intérieur qui a une capacité à rentrer sur son pied droit en sachant envoyer une mine en pleine lucarne, une belle enroulée, une belle frappe à ras terre au ras du poteau. Voilà, en termes de finition, c'est très au-dessus de la moyenne. Si vous allez voir des best-of, des vidéos, des matchs de lui, vous allez le voir se présenter régulièrement en 1 contre 1 face au gardien et il est clinique, vraiment. Même sur sa qualité de dribble, il n'y a pas grand chose à dire. Il est super intéressant. Et en plus de ça, souvent, les joueurs de son profil, qui sont des ailiers qui jouent sur leur mauvais pied, ils ont tendance à rendre un peu fou parce qu'ils forcent trop le retour intérieur pour venir dribbler ou frapper sur leur bon pied. Ben lui, c'est pas le cas. Vraiment, sur les matchs que j'ai regardés, le mec est hyper collectif. De toute façon, vous voyez le nombre de passes qu'il a. On n'a pas autant de passes décisives si on n'est pas un joueur collectif. Allez, si on veut être un petit peu tatillon, c'est peut-être un joueur qui manque un petit peu de vitesse et qui a
pas une grande qualité de centre, sûrement parce qu'il joue sur son mauvais pied. Et encore, je trouve qu'il a un pied gauche très propre pour un ailier droitier. Et il y a un dernier point très intéressant, c'est que c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté. Ce sera très probablement hors de portée Christos Solis parce que ça va être très très cher. Mais j'en rêve et surtout, il faut se dire les choses. On retourne en Ligue des Champions, on entre dans l'acte 2 du projet De Zerbi, Benatia, Longoria. Et il faut être ambitieux. Pour être ambitieux, et quand tu arrives en Ligue des Champions, bah, tu es obligé de balancer une certaine somme sur certains joueurs. Et voilà, entre mettre 20-25 sur un joueur qui me convainc un peu moins ou 30-35 sur Christos Solis, je mets 30-35 sur Christos Solis. Après, c'est toujours plus pratique quand c'est pas ta thune, c'est pas la mienne pour le coup qui va être investie, donc je les mets d'autant plus volontiers. Avant de retourner en Belgique, on passe par l'Angleterre avec Borja Sainz qui joue à Norwich en Championship. Il a 24 ans et lui aussi il sort d'une très belle saison d'un point de vue statistique avec 19 buts et 4 passes décisives en 43 matchs. Voilà, c'est des stats de haut niveau pour un ailier, d'autant plus qu'il a été freiné par une suspension un peu stupide que vous pouvez voir dans les réticences que j'ai mis. Il a été suspendu 6 matchs pour avoir craché sur un adversaire. Il s'est excusé, il a fait son mea culpa, etc. Ça a entaché son image, forcément, mais c'est un super ailier qui joue à gauche alors qu'il est droitier lui aussi. Et on est un petit peu sur le même profil que Christos Solis, pardon, mais en moins bien. Parce que lui aussi, il a cette capacité à rentrer sur son pied droit pour frapper. Et justement, il a une sacrée frappe en général. Et il a aussi une très belle qualité de finition en 1v1 contre le gardien. Il sait agir avec froideur. Il est aussi très rapide et très propre techniquement. Mais lui, pour le coup, il a le défaut dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire, vous voyez la spéciale Thauvin à l'époque. Vous voyez à quel point Thauvin l'a forcé, parce que certes, il marquait des buts magnifiques, Florian Thauvin, mais c'était un but tous les 15 tirs. Et les 14 autres tirs, fallait se les farcir de Florian Thauvin, parce que qu'est-ce que c'était fatigant de voir qu'il avait la possibilité de centrer, de faire des passes, etc., mais qu'il voulait à tout prix rentrer sur son pied gauche. Ça peut être très frustrant par moment, d'autant plus qu'il a de vraies qualités de passe et de vraies qualités de centreur. Et du coup, c'est assez frustrant parce que c'est un joueur un petit peu perso, alors qu'il a les qualités pour être un super joueur décisif. Alors, il a 24 ans, il a une progression assez linéaire parce qu'il a progressé chaque saison, mais c'est une progression qui est un petit peu lente, puisque en fait, il a joué une seule année en première division et c'était en Turquie. Donc ça reste un petit peu léger pour se dire qu'on va partir avec ce joueur-là titulaire en Ligue des Champions. En fait, c'est le genre de profil où tu fais un petit peu comme avec Jonathan Rowe. D'ailleurs, ils ont joué ensemble à Norwich, tous les deux, mais c'est dans le même délire que Jonathan Rowe, dans le sens où tu vas choper un ailier en Championship l'année où il explose, avant qu'il explose pour de vrai. Vu ses stats, je pense que ça va quand même coûter assez cher, mais Norwich ne monte pas en première ligue. Donc lui, je pense que vu la saison qui vient de sortir, il est légitime pour demander à partir dans un plus gros club. Il est en fin de contrat l'année prochaine, ça peut jouer à notre avantage aussi. Je pense que ça va partir entre 15 et 20 millions d'euros. Et le profil est super intéressant, ça peut être léger pour la Ligue des Champions, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça vaut entre 15 et 20 millions d'euros. Je passe maintenant sur des profils qui me semblent plus intéressants pour un poste de remplaçant, avec un premier joueur qu'on connaît bien en France, même si on l'a un petit peu perdu de vue depuis son départ de Lille, c'est Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui a grandi en banlieue parisienne et qui a été formé au PSG, il me semble. Ça devrait pas être si gênant que ça, on l'a vu avec Adrien Rabiot cette saison. Il a joué en Serie A cette saison, à la Fiorentina puis à Com. Il a été prêté pendant 6 mois à Com. Sur les deux clubs, il a joué 36 matchs pour 6 buts et une passe D. C'est pas une saison incroyablement réussie pour Jonathan Iconé, qui sera en fin de contrat la saison prochaine à la Fio. Et j'ai été assez surpris de voir son âge. Je pensais que Jonathan Iconé était un peu plus âgé, qu'il avait déjà 29-30 ans, et en fait non, il a que 27, c'est un 98. Vu qu'il est en fin de contrat, vu que la Fio n'a pas compté sur lui sur la deuxième partie de saison, je me dis qu'entre 5 et 7,5, ça peut aller se chercher. Ça coûtera probablement cher en salaire. Mais à moins de 7,5, ça fait un super joueur, un très bon dribbleur, rapide, qui a l'expérience de la Coupe d'Europe de la Ligue 1, qui a été international français. Il a joué très peu de matchs, mais il a été en équipe de France. Ce serait une très belle opportunité de marché avec un joueur qui apporterait vraiment un plus à cette équipe, d'autant plus qu'il est très polyvalent. Jonathan Iconé, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer aux deux postes d'ailier. Voilà, il a quelques lacunes sur lesquelles il a du mal à progresser. Je pensais qu'il allait passer un step supplémentaire en Italie. En termes de finition et de stats, ça reste dans la fourchette basse des ailiers de très bon niveau. Mais ça reste un profil super intéressant. Avoir un Jonathan Koné en super sub, en sortie de banc, je pense même que c'est un joueur qui peut s'imposer à un poste de titulaire s'il retrouve son niveau. Mais on est vraiment sur un super joueur qui sait jouer des deux pieds, qui est un excellent dribbleur. Et je pense que lui, revenir en France, relancer un petit peu sa carrière dans un club qui joue la Ligue des Champions, qui est ambitieux et où il sera en concurrence avec Jonathan Rowe notamment,
Ça peut être très intéressant pour lui. Je pense que ça peut être un deal qui peut être win-win-win même, parce que la FIO peut être content de récupérer une petite somme sur le joueur aussi. Voilà, ça peut être une très belle opportunité de marché, comme je vous le disais, et moi je tente le coup, franchement. On retourne en Belgique, on retourne même au club Bruges avec Chamsdine Talbi, qui était en fait l'ailier inversé de Christos Solis cette saison, même si Chamsdine Talbi était plus super sub remplaçant que Christos Solis. Cette année, il a joué quand même 44 matchs pour 7 buts et 5 passes D. Il revenait d'une très grosse blessure la saison précédente et il s'est réimposé directement à 20 ans. 20 ans, 44 matchs et 7 buts, 5 passes D dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est très très propre. C'est un joueur qui est hyper élégant balle au pied, je me suis régalé devant ses compiles et devant ses matchs. Vraiment, c'est très beau à avoir joué, Chamsdine Talbi. Il a un très bon jeu sous pression aussi. Il peut être entouré de 1, 2, 3 joueurs qui viennent lui mettre la pression, il peut s'en sortir. Et il a surtout réalisé de très belles prestations en Ligue des Champions. Vous voyez, la photo que j'ai choisie, il avait été élu homme du match en LDC. Maintenant, ça reste un joueur dont il faut accompagner la progression. On n'est vraiment pas du tout sur un joueur fini. Il doit encore progresser dans beaucoup de domaines, notamment sa capacité à être décisif ou à sa capacité surtout à jouer plus simplement sur un terrain de foot. Mais vraiment, j'adore le profil et je pense que c'est l'année ou jamais. Je pense que Chamsdine Talbi va s'imposer en tant que titulaire l'année prochaine à Bruges et que s'il fait une belle saison, ça partira pour très très cher ailleurs. Il est déjà international marocain. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il a été au centre d'une petite polémique l'année dernière en Belgique. Il a fait toute sa formation en Belgique. Il a été joueur des équipes jeunes belges, mais il a finalement choisi de partir jouer pour le Maroc. Et ça a beaucoup énervé la fédération belge qui a réagi par rapport à ça, qui veut imposer des règles. Bref, ça ne nous concerne pas. On est très heureux pour lui s'il est heureux avec le Maroc. Et du coup, par contre, ça met un petit inconvénient, c'est qu'il jouera à la CAN cet hiver. Et vraiment, voilà, surtout mon point de réticence le plus important, c'est que c'est un joueur avec qui il faut être vraiment patient. Vraiment, parce qu'il a un sacré potentiel, mais c'est un diamant brut qu'il faut polir, qu'il faut accompagner. Et je sais pas si on est le club le plus adapté pour qu'il continue de progresser. Parce que ce soit les supporters ou les dirigeants à Marseille, on est rarement très patient. Et on a besoin d'un joueur qui performe très vite. Mais c'est con parce que sur le papier, j'aurais adoré l'avoir en quatrième solution en sortie de banc cette saison pour l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que c'est pas le genre de joueur sur lequel on se positionnera, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'entre 12 et 15 millions d'euros, tu peux aller chercher pour un petit salaire et tu t'assures une belle promesse dans ton effectif. Un autre joueur qui m'intéresse pour ce poste d'ailier remplaçant, c'est Yann Gbo qui joue à Toulouse en Ligue 1. Il a 24 ans, Yann Gbo, il est arrivé la saison dernière, il me semble, à Toulouse, et cette année, il a fait 33 matchs, 5 buts et 4 passes D. C'est léger, il doit vraiment progresser dans sa capacité à être décisif et lui aussi pour le coup dans sa capacité à jouer simple. Mais c'est un super dribbleur qui aime provoquer, qui aime percuter aussi, qui peut jouer en numéro 10. Je le trouve même meilleur en tant que numéro 10 peut-être et du coup ça le rend encore plus intéressant pour nous parce que un joueur qui peut concurrencer ou être avec Angel Gomez sur le poste de numéro 10 et être un éventuel ailier remplaçant, c'est très très intéressant. Il a une très très belle qualité de passe, Yann Gbo, même si il doit progresser dans les 30 derniers mètres, pardon, dans la surface adverse. Il n'est pas sur le joueur le plus performant et au plus haut niveau de cette vidéo, mais on va pas aller chercher que des stars, les gars. Il nous faut des joueurs capables de progresser, il nous faut des joueurs capables de compléter cet effectif, donner des solutions différentes à Roberto De Zerbi. Et Yann Gbo, par sa qualité de passe, par sa capacité à être solide au duel aussi, et par le fait qu'il est assez polyvalent, il peut être très utile dans cet effectif-là. Ça reste un jeune joueur que tu peux vendre très cher s'il fait une ou deux belles saisons. Je pense que Toulouse l'a pas recruté pour cher du tout. J'ai regardé, ça m'a surpris même, je crois que c'était aux alentours de 3-4 millions d'euros. Tu leur proposes le double cette année, je pense que c'est un montant qui peut mettre tout le monde d'accord. 8,5 millions d'euros, c'est pas énorme pour nous. Le joueur vaut ça, à mon sens, et Toulouse pourrait le laisser partir pour cette belle somme. Et ça devrait pas coûter très cher en salaire non plus. Donc aussi un profil intéressant que je mets dans la même case que Jonathan Iconé, même si c'est deux joueurs qui ont rien à voir et qui sont très différents, mais c'est juste des joueurs de complément d'effectifs qui seraient plutôt des super subs ou des remplaçants que des titulaires en puissance. Pour le poste de numéro 9, j'avais intégré Mathis Sabline dans cette liste, déjà parce que l'OM est dessus, enfin était dessus, et parce que j'adore le joueur, mais voilà, Valdemar Kita a très très envie de faire chier l'Olympique de Marseille, visiblement comme il l'a dit dans une interview à l'équipe, il a parlé de 50 millions d'euros. Bon, Mathis Sabline partira pas pour 50 millions d'euros, mais je pense qu'il partira pour au moins 25. En tout cas, Nantes écoutera pas les offres en dessous de 25, et c'est clairement trop cher. Et du coup, je me suis rabattu sur Franjo Ivanovic qui sort d'une très belle saison en Belgique. Encore une fois, vous avez compris, j'ai une petite affection pour le championnat belge. Il est sous contrat là-bas jusqu'en 2028, c'est sa première saison
dans un bon club européen comme ça. Et lui aussi, statistiquement, il sort d'une magnifique saison avec 24 buts et 9 passes D en 56 matchs. Il a marqué un beau doublé contre l'OGC Nice d'ailleurs en Conference League, si mes souvenirs sont bons. C'est un attaquant vraiment très complet pour son âge, 21 ans. C'est déjà sa deuxième saison à plus de 10 buts, même à plus de 12-13 buts, je crois. Il est déjà international croate. Il a joué contre l'équipe de France en Nation League il n'y a pas longtemps. C'est bizarre, c'est un neuf qui a une façon de jouer déliée, un peu, je trouve, parce qu'il est très rapide, parce qu'il aime percuter, parce que c'est un bon dribbleur. Et voilà, j'aime beaucoup le profil, vraiment. C'est un joueur qui a du caractère, qui a un vrai style de jeu et qui, du coup, forcément, vu qu'il aime provoquer et dribbler, qui a du déchet, forcément. 21 ans, encore une fois, c'est un joueur qui va progresser, qui doit confirmer au haut niveau et qui risque d'être un peu cher. Je pense que ça va coûter 15 à 20 millions d'euros. Je pense que ça se met parce que c'est un profil très intéressant. 20 millions, j'ai un peu abusé. Je pense qu'il partira à 15. Voilà, je suis très fan du joueur. Pareil, je vous conseille d'aller voir des vidéos de lui parce que c'est un joueur assez impressionnant à regarder. Forcément, quand vous regardez une compile, on dirait que c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il dribble, parce qu'il provoque, parce qu'il est rapide et qu'il marque des beaux buts. Mais quand vous regardez ses matchs, il y a évidemment du déchet, il y a évidemment des actions ratées. Mais on passe à la toute dernière piste de ce mercato idéal avec Hamza Igaman. 22 ans, il joue aux Rangers et il est sous contrat là-bas jusqu'en 2028. Alors je vais être très honnête avec vous, je connaissais pas du tout le joueur. Vraiment, j'avais aucune conscience de l'existence d'Hamza Igaman jusqu'à il y a quelques jours et ce tweet de Fabrice Hawkins qui nous a parlé de lui. Donc on est en concurrence avec le LOSC pour aller chercher Hamza Igaman, pardon. Le LOSC a de l'avance sur nous, notamment parce il lui propose probablement un poste de titulaire pour remplacer Jonathan David. Mais je me dis qu'avec une petite proposition financière intéressante pour lui et avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions, tu peux peut-être le récupérer. Vu que je connaissais pas, j'ai essayé de retrouver des vidéos et des matchs des Rangers. Voilà, c'était très instructif, même si le championnat écossais, voilà, quand on est fan de foot, c'est pas le championnat le plus agréable à regarder, je vais pas vous mentir. Mais attention, ses stats sont un peu trompeuses justement. Du coup, Hamza Igaman, il est à 16 buts et 3 passes D en 49 matchs. Pour une première saison en Europe, c'est très propre. Il a aussi connu sa première sélection avec l'équipe du Maroc. Mais en réalité, ces 16 buts, je crois qu'il y en a 12 ou 13 qui sont juste sur la première partie de saison. Et la deuxième partie de saison a été beaucoup plus compliquée pour Hamza Igaman. C'est un peu dû au fait aussi qu'il a beaucoup joué en tant qu'ailier. Il peut aussi jouer 10, mais il a beaucoup joué ailier en deuxième partie de saison avec les Rangers. Il y a DataFoot qui a fait un tweet sur lui il n'y a pas longtemps où il l'analyse un petit peu. Et je trouve ça super intéressant, d'autant plus que en regardant ces matchs, pardon, j'arrive un petit peu aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que j'ai un petit peu du mal à le voir répéter les efforts. C'est un joueur qui manque de vitesse et d'endurance, à mon sens, encore pour s'imposer au plus haut niveau. Surtout, il faut se dire, les gars, que à 22 ans, il est jeune, certes, mais il a que 6 mois de très bon niveau dans un championnat européen mineur. Voilà, je vous présente l'équipe type dont je rêve pour l'Olympique de Marseille 2025-2026 avec Geronimo Rulli dans les buts et Jeffrey Delangue, ça ne bouge pas. Avec Arnao Martinez, recruté pour environ 15 millions d'euros et pour concurrencer Amir Murillo. Dans le secteur défensif toujours, nous avons déjà recruté Egan Riley. Dans l'idéal, je rêve d'avoir Monsieur Evan Ndika en centrale gauche titulaire aux côtés de Leonardo Balerdi. Et éventuellement, si Cornelius vient à partir, j'adorerais qu'on se positionne sur Clément Akpa. Du côté gauche de la défense, on aura donc Facundo Medina, en toute logique, qui sera suppléé par Ulysse Garcia. Au milieu de terrain, j'ai rien touché, à part l'arrivée d'Angel Gomez, forcément. Et dans l'idéal, je rêve de Christophe Solis en tant qu'ailier gauche pour passer devant Jonathan Rowe. Et éventuellement Jonathan Iconé et Hamza Igaman en tant que remplaçant d'Amin Gouiri et de Mason Greenwood. Voilà, je pense que c'est une équipe qui est assez équilibrée, qui est complète, qui est ambitieuse, vraiment. Il y a très peu de joueurs que j'estime pas au niveau de la Ligue des Champions quand je regarde cette équipe. Donc au total, ce mercato-là, il coûte 87 millions d'euros. C'est cher, mais on a déjà vendu Luis Enrique, on devrait vendre d'autres joueurs, on aura l'argent de la Ligue des Champions aussi. Et surtout, tu es obligé de dépenser une certaine somme pour renforcer ton équipe. Pour l'instant, les dirigeants marseillais recrutent super intelligemment, avec 2 joueurs libres et un joueur que tu paieras l'année prochaine. Donc ça laisse de la place dans le budget, ça laisse de l'argent à investir. Et de toute façon, on sait très bien comment ça va se passer. Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent énormément en sous-marin. Et donc, on va avoir des recrues qui vont apparaître d'un coup du jour au lendemain comme ça sans qu'on s'en doute. Voilà, après dans cette équipe type, je sais pas, si on passe Facundo Medina en défenseur central gauche et qu'on va recruter Maxime de Kuyper, ça me va potentiellement aussi. Si on remplace Jeffrey Delangue par Mvogo ou Mandanda, ça me va très bien aussi. Avant de conclure, je voulais juste réagir à une info qui a été relayée par Guillaume Tarpi aujourd'hui, une info du Mail Sport.
qui fait état du fait que Newcastle s'intéresse à Leonardo Ballardi et réfléchirait à formuler une offre de 40 millions d'euros. C'est vraiment la situation que je redoutais à mort. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que Leonardo Ballardi, c'est clairement le joueur auquel je suis le plus attaché de cet effectif et le joueur que j'ai envie de voir rester à l'OM cette saison. Et si vous me demandez mon avis perso, je m'en branle des sommes. Franchement, vous allez me parler de 50, 60 millions d'euros, je m'en fous. J'ai conscience qu'on n'aura pas souvent l'occasion de vendre un joueur à 50 millions d'euros. Voilà. D'autant plus que là, si on commence les négociations à 40, j'imagine pas les montants auxquels ça peut monter. Mais je veux tellement voir Léo rester. Que ça soit en tant qu'homme ou en tant que joueur, j'ai rarement été autant attaché à un joueur, je vous dis la vérité, je suis pas du tout objectif sur lui. Mais comme je le disais dans ma première vidéo, ça fait des années qu'on se tue à faire progresser Leonardo Ballardi, on a accompagné sa progression. Il est devenu un homme et un vrai joueur à l'OM. Et le laisser partir l'année où tu retrouves tes ambitions, où tu retournes en Ligue des Champions avec un vrai projet, avec un coach, un président et un directeur sportif qui sont alignés, qui sont ambitieux et qui veulent faire un vrai mercato, ça serait un gâchis terrible, je trouve. Et même de son point de vue, je me dis que il va sûrement avoir un putain de salaire et jouer en première ligue, quoi qu'il arrive, c'est hyper intéressant pour un joueur. Mais il est capitaine de l'OM, il a mis tout le monde d'accord sur son cas. Il a l'occasion de jouer la Ligue des Champions dans un club ambitieux. J'espère qu'il priorisera ça. Ça y est, on arrive à la toute fin de cette vidéo. Je vous ai présenté l'ensemble de mes pistes. J'espère qu'elles vous plaisent. Si vous en avez d'autres, je suis hyper à l'écoute, vraiment. Proposez-moi des joueurs et faites-moi en découvrir. Même si c'est toujours un kiff de découvrir des joueurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes pistes, n'hésitez pas à l'exprimer non plus. Je suis désolé, c'était encore assez long comme format. J'essaye de progresser, c'est déjà moins long que la première vidéo, vous le remarquerez, mais je suis un gros bavard, c'est comme ça. Il faut que je travaille là-dessus, mais pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé. Je vais conclure en faisant le gratteur une dernière fois. Je vous le répète, un like, un abonnement, c'est quelques secondes de votre vie, et moi, ça me rend très heureux. C'est quoi quelques secondes pour rendre quelqu'un heureux? Franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, encore une fois. Je suis au tout début. Je fais beaucoup d'erreurs probablement et j'ai très envie qu'on me les fasse remarquer pour les corriger et pour vous proposer du contenu de qualité. La semaine va être très chaude, prenez soin de vos proches, notamment les plus fragiles, et prenez soin de vous aussi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt.